Il y a une expression, même maintenant on peut dire Mazdakiser. Mazdakiser, c'est ça. Ça veut dire quoi, Mazdakiser? Alors Mazdakiser, ça vient de Mazdak, donc c'est un néologisme qui signifie le fait de faire valoir ses droits, de ne pas se faire arnaquer, ne pas se faire entuber en quelque sorte par l'administration, par son employeur, par son propriétaire. Tous les conseils que tu nous donnes, mais regardez, se faire Mazdakiser. Faut le Mazdakiser, get ça. On va devoir le Mazdakiser, get ça. La seule issue, la Mazdakisation, get ça. La Mazdakisation, get ça. Je suis abonné à Mazdak, je suis abonné à Mazdak, je suis abonné à Mazdak. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors moi, je viens du milieu de la finance. Donc j'ai un bac S, j'ai fait ensuite une licence expertise économique et financière, un master 2 en droit des affaires avec une spécialisation en finance de marché. Ah ouais. Voilà, donc c'est un parcours plutôt financier, avec un accès un petit peu à tout ce qui est régulation, réglementation financière. Je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai appris à Mazdakiser, à vraiment être dans les méandres du système financier et juridique. Et au fur et à mesure, je recevais des problématiques quotidiennes de mes abonnés. Et tu y répondais au fur et à mesure? Voilà, je répondais au fur et à mesure et j'ai étalé mon champ de compétences à des questions à la fois de droit juridique et de vie quotidienne. C'est historique, sous la 5e République, le budget de l'État pour 2026 a été rejeté à la quasi-unanimité après 125 heures de débat. L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de finances 2026, 404 voix contre, une seule voix pour. En rejetant la partie recettes, les députés ont fait tomber l'ensemble du texte sans même examiner la partie dépenses. En gros, la partie recettes, c'est tout ce qui génère davantage de recettes pour l'État. Impôts, taxes, prélèvements, contributions. Mais les mesures proposées ont été jugées irréalistes, fragiles ou même difficiles à appliquer. Conséquence immédiate, le budget 2026 est entièrement annulé et le texte repart au Sénat. Gros problème, les délais deviennent ultra serrés. Le Parlement a jusqu'au 23 décembre pour voter un budget complet et sans budget voté à temps, l'État doit basculer sur des solutions d'urgence. Des scénarios explosifs sont attendus. En fait, le Sénat ouvre l'examen jeudi, mais en repartant du texte initial du gouvernement. Et même là, rien ne garantit un accord. Le gouvernement a donc plusieurs options, toutes politiquement sensibles. Le 49.3, même s'il s'y était engagé à ne pas recourir pendant le débat budgétaire. Une loi spéciale, reconduire tout ou une partie du budget précédent pour éviter un vide budgétaire ou encore recourir aux ordonnances. Bref, je vous tiens informé, abonnez-vous pour ne rien rater. Votre patron peut désormais vous faire travailler 12 jours d'affilée en toute légalité. En tout cas, c'est ce qu'a tranché la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre dernier. En fait, pendant longtemps, une idée largement répandue affirmait qu'il était interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours d'affilée. Et c'est vrai, cette idée tient du Code du travail et particulièrement de l'article L3132-1 du Code du travail qui impose un repos hebdomadaire. Mais cet article ne précise pas que ce repos doit intervenir après 6 jours consécutifs de travail. La question centrale était donc, qu'est-ce qu'une semaine au sens de la loi? Et la Cour vient de trancher, une semaine correspond à la semaine civile, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Conséquence directe, tant que le salarié bénéficie d'au moins un jour de repos entre le lundi et le dimanche, l'employeur reste dans la légalité même si ce jour de repos est très éloigné du précédent. Je vous donne un exemple. La semaine 1, le salarié travaille du mardi au dimanche. Ça fait 6 jours travaillés. Il s'est reposé le lundi, donc le repos est bien présent dans la semaine civile. Il enchaîne sur la semaine 2 en travaillant du lundi jusqu'au samedi, avec comme jour de repos le dimanche. Le salarié aura effectivement travaillé 12 jours consécutifs, en toute légalité. En fait, cette décision vient d'une affaire récente où un salarié avait enchaîné de longues séries de jours travaillés. Il avait saisi la justice après que la Cour d'appel ait estimé que son droit au repos n'avait pas été respecté. La Cour de cassation a annulé cette décision en rappelant que le repos doit simplement intervenir une fois par semaine civile, tout en respectant les autres garanties légales comme le repos quotidien, la durée maximale hebdomadaire et la protection de la santé du salarié. Cette décision ne modifie pas le Code du travail, mais elle précise son interprétation. Certaines conventions collectives peuvent néanmoins être plus protectrices et interdire de telles séquences. Bref, je vous tiens informé. Abonnez-vous pour ne rien rater. Le feuilleton de la démission de Lecornu. Épisode 1. Les noms qui fâchent. Mais à quoi joue Lecornu? Je ne connais toujours pas le nom des ministres. Je l'appelle. Qui m'appelle encore? Bruno Retailleau. Mais lui, il veut pas me lâcher, lui. Oui, allô? Oui, Bruno.
Je t'appelle dans 5 minutes, je te rappelle, d'accord? Promis. 5 minutes, j'attends depuis 2 jours. Tu comptes me dire qui entre au gouvernement ou découvre ça à la télé? Bruno, tout est sous contrôle. Je finalise juste la liste avec le président. J'ai besoin de savoir qui tient l'économie, qui tient les armées quand même. Bruno, certaines décisions viennent directement du président. Allume la télé, l'annonce du gouvernement est imminente. Ça vient du président, donc c'est les armées. Et il veut pas me le dire. Il y a donc anguille sous roche. Quoi? Bruno Le Maire nommé aux armées? Il m'a donc trahi? C'est donc ça, Sébastien? Épisode 2. La colère de Bruno Retailleau. Le message part comme une bombe. À l'Élysée, ça s'agite. À Matignon, ça panique. Et chez Le Cornu, c'est le début de la fin. Bruno Retailleau vient de tweeter? Et qu'est-ce qu'il nous fait encore ce Bruno? Le linge sale se lave en famille? C'est quoi cette déclaration? Je l'appelle. Oui, allô Bruno? On peut s'expliquer s'il te plaît? Ce n'est pas ce que tu crois, vraiment. Ce que je crois, que tu m'as baladé, tu m'as parlé de confiance. T'as livré un casting signé Macron. T'as trahi ma confiance, j'ai plus rien à te dire. Allô? Allô? Il m'a raccroché au nez. Bon, je peux pas gouverner dans de telles conditions. Je remettrai ma démission demain matin. Épisode 3, la démission. Mais je démissionne. Tu décides de démissionner juste avant ton discours de politique générale? C'est une blague. Ce n'est pas une blague, président, c'est une impasse. Ton casting m'a explosé au visage. Retailleau s'est braqué, la majorité s'effrite. Je ne peux pas gouverner comme ça. Tu aurais dû tenir, on ne lâche pas à la première secousse. Je préfère partir que devenir le Premier ministre d'un gouvernement fantôme. Et qu'est-ce que ces problèmes d'ego? Ça vous a déplu que je nomme Bruno Le Maire aux armées, c'est ça? Mais c'est pas moi, c'est Retailleau. C'est quoi ces histoires? Bah tiens, t'as Bruno Le Maire qui vient de laisser un tweet. Ma décision de rejoindre le gouvernement a été prise uniquement par esprit de mission. Je constate que ma décision provoque chez certains des réactions incompréhensibles, fausses et disproportionnées. Je propose de me retirer du gouvernement pour permettre la reprise des discussions. Bah tiens, bon, tu viens d'avoir la nouvelle comme moi. Bruno Le Maire démissionne. Je te donne jusqu'à mercredi pour revenir sur ta décision. Je te renommerai Premier ministre. Sinon, je prendrai mes responsabilités. J'accepte, mais je ne vois pas comment travailler dans de telles conditions. Je suis dégoûté, je viens de recevoir un avis de contravention pour un franchissement d'une ligne continue, retrait de 3 points et 135 € d'amende. T'as été interpellé? Justement, personne ne m'a arrêté, je comprends pas d'où ça vient. Fais voir. Ça doit être un PV à la volée. C'est quoi ça? C'est lorsque tu te fais verbaliser sans te faire interpeller. Ah ouais, en plus, ce n'était même pas moi le conducteur ce jour-là. J'avais prêté ma voiture à mon cousin toute la journée. Bah c'est bon. Hein? La masse d'accusations se cache dans les détails. Guette ça. Mec, tu reconnais ou tu nies? Comment ça? Tu peux contester l'infraction en indiquant que tu n'étais pas au volant ce jour-là. Oui, mais du coup, je dois dénoncer le vrai conducteur qui est mon cousin, et j'ai pas envie de lui faire ça. Non. Contrairement à une rumeur répandue, aucun texte de loi n'oblige à désigner le vrai conducteur. La désignation s'applique uniquement aux personnes morales. Donc c'est à eux de prouver qui conduisait le véhicule au moment des faits, ce qui est quasi impossible pour les PV à la volée puisqu'il n'y a pas d'interpellation au moment des faits. Incroyable. Si ta contestation aboutit, tu restes tout de même redevable de l'amende, mais tu ne perdras pas de points. Merci beaucoup, tu me sauves un truc de fou, j'aurais perdu mon permis sinon. Mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à ma stack. La dette française explose. Elle représente aujourd'hui près de 114% de son produit intérieur brut, le PIB, soit près de 3100 milliards d'euros. Pour un pays qui se présente comme la 6e puissance économique du monde, ce chiffre est alarmant. En 2025, la France consacre 66 milliards d'euros rien que pour payer les intérêts de sa dette. C'est plus que le budget de l'armée, voire quasi autant que celui de l'éducation nationale. Autrement dit, chaque année, la France donne davantage d'argent à ses créanciers qu'à ses professeurs, ses soldats ou ses hôpitaux. Autre chiffre choquant, la charge de la dette pourrait atteindre 107 milliards d'euros en 2029, ce qui en ferait le premier poste de dépenses publiques devant tous les autres. Certains objecteront que des pays comme le Japon ou encore les États-Unis affichent une dette beaucoup plus élevée en pourcentage. C'est vrai, mais le cas de la France est différent et la comparaison n'est pas valable. En effet, le Japon s'endette auprès de sa propre population, qui détient la quasi-majorité de sa dette. Les États-Unis bénéficient du privilège du dollar, la monnaie de réserve mondiale. La France, quant à elle, ne détient ni l'un
ni l'autre, ce qui complique la situation. La France est même piégée dans une dynamique dangereuse. Elle emprunte pour rembourser une partie de sa dette arrivée à échéance. C'est comme si chaque année tu devais payer une partie de ton prêt, mais que tu réempruntais pour couvrir ce remboursement. Et ce mécanisme, la France l'applique depuis plusieurs décennies, ce qui alourdit sa dette. Éric Lombard, le ministre de l'économie, a même évoqué le spectre d'une mise sous tutelle de la France par le FMI, comme ce fut le cas pour la Grèce en 2010. Autrement dit, la France pourrait solliciter l'aide du FMI pour financer sa dette, ce qui serait une humiliation pour la 6e économie du monde. Bien sûr, les situations ne sont pas comparables, mais il n'en fallait pas plus pour inquiéter les marchés financiers. Les taux à 10 ans français se rapprochent dangereusement des taux italiens, mais sont supérieurs aux taux grecs et taux espagnols. Bref, le gouvernement devrait démissionner le 8 septembre prochain, en tout cas c'est ce que prédisent les marchés. Ce climat instable et délétère ne va sans doute pas arranger les choses. Combien de temps la France pourra-t-elle jouer la montre avant que sa dette ne finisse par lui dicter ses choix? Donnez-moi vos avis en commentaire et abonnez-vous. Quoi? Régularisation charge 2022? Mais il est complètement fou ce bailleur. Je vais aller le voir. Bonjour monsieur, en fait voilà, j'ai reçu un courrier de régularisation des charges locatives de 2022 et il me demande de payer 1200 € de régule. Je comprends pas trop. Faites voir le courrier. Oui, donc voilà, 2022, nous n'avions pas fait de régule. On vous la demande maintenant, tout simplement. Où est le problème? Mais c'est de votre faute si vous n'avez pas suffisamment provisionné sur les charges. Moi, je paye mes charges tous les mois. Et là, vous revenez 3 ans plus tard à me demander une telle régule. J'ai pas cette somme, désolé. En tout cas, vous ne pouvez pas échapper au paiement. Soit on fait un échéancier et vous payerez petit à petit, soit ce sont les agences de recouvrement qui vont s'occuper de votre dossier. Et je peux vous dire, vous payerez des pénalités en plus. Appelle même le FBI, Khouya. Heureusement que je suis abonné à Masdak. Get ça. Monsieur, nous sommes fin 2025 et vous revenez plus de 3 ans plus tard. Et alors, nous avons 5 ans pour réclamer les charges. Et non, toute action dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par 3 ans. C'est l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Passé un délai de 3 ans, le bailleur ne peut plus réclamer le paiement des charges locatives à compter du jour où il a eu connaissance du montant définitif des charges à régulariser. C'est bon, j'annule la régule. Faut surtout pas le dire aux autres, ça. Attendez, mais comment vous savez tout ça, vous? Je suis abonné à Masdak. Patron, demain je ne serai pas là, je fais grève. Une grève? Comment ça? J'ai des choses à revendiquer, j'en ai plein le cœur. Salaire trop bas, conditions qui ne vont pas, donc demain je ne serai pas là. Voilà, la nouvelle génération, dites-le que vous ne voulez plus travailler. Après vous vous étonnez qu'on soit en crise. Tu me préviens la veille, moi j'ai besoin de toi. Non, ça marche pas comme ça. Le salarié n'a aucune obligation d'informer son employeur de son intention de faire grève. Tu dois respecter un préavis minimum. Comment vais-je m'organiser ici, moi? On va le masdakiser, get ça. Monsieur, dans le secteur privé, il n'y a aucune obligation de préavis. Une grève peut être déclenchée à tout moment, du moment qu'il y a des revendications professionnelles. En fait, pour qu'une grève soit légale, il faut qu'elle réunisse ces 3 conditions. Un arrêt total du travail, un arrêt collectif du travail par les salariés grévistes. Collectif, c'est-à-dire que le mouvement doit réunir au moins 2 salariés. Et enfin, la 3e condition, c'est qu'il faut que l'employeur ait connaissance des revendications professionnelles des salariés grévistes. Oui, mais là, t'es seul à faire grève, ça ne marche pas. C'est vrai qu'il faut être au moins 2. Mais j'ai aussi le droit de faire grève si je suis le seul salarié de l'entreprise ou que j'accompagne un appel national. Et comme là, c'est un mouvement national, je suis donc totalement dans mon droit. Pour moi, c'est un abandon de poste. Tu seras sanctionné à ton retour. Et non, aucun licenciement, aucune sanction, aucune discrimination n'est possible si j'exerce mon droit de grève. Article L 1132-2 du Code du travail. Alors, je vais le mentionner sur ton bulletin de paye. Non plus, il est interdit de mentionner la grève sur le bulletin de paye. Article 3243-4 du Code du travail. Après, si le salarié commet des violences ou des dégradations pendant sa grève, il ne sera plus protégé par le droit de grève. Et ça sera assimilé à une faute lourde, il risque des sanctions. C'est bon, merci de m'avoir prévenu. Mais il faut surtout pas le dire aux autres. Attends, mais comment tu sais tout ça, toi, d'ailleurs? Je suis abonné à Masdak.